je pense que les jeunes devraient beaucoup plus s'intéresser à la Ouais. question du surendettement et la question de la fiscalité. Et Ouais. nos jeunes ne s'y intéressent pas alors que ça va nous tomber dessus. Tu sais de combien elle a grimpé depuis le 1er mandat d'Emmanuel Macron? De 1 100 milliards d'euros. C'est énorme. Ouais. Et ça va nous retomber dessus. Et ça continue d'augmenter. Et les gens sont étonnés de notre engagement si jeune. Et il s'avère que j'ai rencontré aussi, comme Louis, je pense, pas mal d'acteurs politiques, je ne donnerai pas de nom, anciens ministres ou anciens députés qui m'ont dit tu as du courage de t'engager, toi, jeune citoyen. Par contre, il n'y a pas désintéressement par rapport à la politique internationale. On l'a vu ces derniers temps. Je pense que beaucoup plus de jeunes ont eu ce rapport-là au réel, et peut-être à la politique internationale, avec les différents conflits dans le monde. Ouais. Parce qu'aujourd'hui en France, on ne comprend plus rien. On a l'impression que notre Parlement n'avance pas. On a l'impression que nos politiques nous mentent. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons traiter un thème qui a été demandé par certaines personnes, c'est le vide politique. Nous allons parler de l'abstention qui aujourd'hui touche beaucoup de jeunes Français de 18 à 24 ans selon des sondages. Nous allons parler des conséquences de cette tendance et bien sûr réfléchir à des solutions pour rallier les jeunes à la politique. Et donc pour cela, nous sommes accompagnés de deux invités. Nous avons Louis, ici présent, et Florent. Merci à vous deux d'être présents aujourd'hui. Donc toi, Louis, tu es en classe préparatoire littéraire. Tu as 17 ans. 17 ans, ok. Et toi, donc Florent, en master alternance en sciences politiques. Exactement, et alternant chez BPI France. Très bien. Donc bien sûr, il y a mon collègue Milan, comme toujours. Donc ma première question, c'est de savoir un peu... Pourquoi vous avez accepté cette invitation de venir parler du vide politique? Est-ce que ça vous touche particulièrement? Louis, je te honneur au plus jeune. Ok, très bien. Premièrement, je trouve que si on veut parler de vide politique, c'est très important que des jeunes viennent en parler et commencent à exprimer selon eux, comment est-ce que les jeunes peuvent, déjà pourquoi est-ce qu'ils ne s'engagent pas et pourquoi est-ce qu'ils peuvent s'engager et comment est-ce qu'on peut encore plus s'engager quand on est jeune. Je pense que c'est propre à nous, on est tous les deux assez jeunes. Florent, tu as 25 ans, c'est ça? 21 ans. 21 Il ans. m'a vieilli, Louis. Je te voyais plus jeune. Donc 21 ans, moi j'en ai 17. Donc forcément, on a tous parlé de différents sujets d'actualité avec nos amis, mais il y en a qui sautent le pas et qui réellement s'engagent et qui viennent défendre que ce soit certaines causes qui leur sont chères ou même se lancent en politique à leur échelle, locale ou même nationale. Et donc justement, on voit qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins de jeunes qui s'engagent. Déjà, est-ce que c'est vrai? Mais voilà, on va essayer de voir si oui ou non, et quelles sont déjà les solutions, quelles solutions on pourra apporter pour que les jeunes puissent s'engager. Et toi, Florent? Déjà, merci beaucoup pour l'invitation et ravi de faire connaissance avec toi, Louis. Tu es très jeune, tu as 17 ans, j'en ai 21. Je pense que notre point commun, c'est qu'on a démarré tous les deux très très jeunes dans ce milieu, ce qui peut paraître surprenant aux yeux de certaines personnes. Enfin, moi, c'est une remarque qu'on me fait souvent, mais ça me paraît évident. Alors déjà, évident d'être ici pour débattre de ce sujet, pour échanger avec vous trois, et pour en fait démontrer qu'on peut s'engager très jeune et qu'il le faut et il le faudra pour la suite, et pour tout simplement poursuivre et avoir une politique stable dans notre pays, et montrer que les jeunes peuvent avoir aussi leur mot à dire, et tout simplement qu'on est l'avenir en fait de nos politiques publiques. Donc voilà, tous ces sujets, on aura l'occasion d'échanger plus en profondeur, j'espère, au cours de ce podcast, mais tout simplement peut-être de créer des vocations chez certains et certaines. Tout à fait. Est-ce que toi, Louis, comment tu as commencé à t'intéresser à la politique? Très jeune, forcément issu d'un milieu où la politique, je pense que comme tous, mais on a toujours parlé à table, en regardant les actualités. Je pense que de plus en plus, et on le voit, hein, les réseaux sociaux aussi nous permettent de mieux comprendre comment fonctionne notre vie politique, que ce soit à l'échelle nationale ou même internationale. Donc forcément, beaucoup de curiosité. Je pense que comme tout le monde, comme toute personne qui s'engage. Et donc forcément, on arrive donc à petit à petit à vouloir s'engager et puis après à sauter le pas. Et sauter le pas, donc adhérer ou devenir sympathisant et commencer à militer. Et ça c'est une forme d'engagement, mais comme d'autres, hein, même dans le milieu associatif, pas que dans le milieu politique. Ça nous permet justement de découvrir un nouveau cercle, un nouveau monde, parce que c'est vraiment
un petit monde qui fonctionne, qui a sa manière de tourner et c'est très intéressant, voilà, d'observer ce monde-là de l'intérieur et dont quand on arrive, ou quand on en parle, quand les journalistes parlent du monde politique ou du monde associatif, on n'a aucune idée de ce que ça peut réellement être et ça peut vraiment être une vraie famille, d'une certaine manière. Donc toi, tu es engagé, tu as Oui, une carte, tout à fait, je suis encarté. voilà, et donc comment ça te touche au quotidien dans ta vie de jeune étudiant? Ça permet de mettre un cadre, de mettre des mots sur, nos valeurs, sur, nos engagements. Quand on sait déjà quelles sont, ces valeurs et quelle partie, les représente, de la meilleure manière possible. Donc forcément, ça nous permet, concrètement, de pouvoir toucher plus de monde, de pouvoir aussi nous-mêmes mieux expliquer, mieux structurer, ce pourquoi on s'est engagé. Rien que le fait d'en discuter avec, d'autres membres, d'autres adhérents. Ça donne du sens peut-être aussi Ah oui, tout à fait. à Non, non, ta bien sûr, ça donne vie, du sens. à ta carrière, ta future carrière? Oui, oui, future carrière, oui, oui, non, tout à fait. Oui, non, non, oui, ça donne du sens. Ça donne du sens parce que ça nous, même, bon, s'engager, hein, ça nous permet d'avoir une expérience qui n'est peut-être pas professionnelle, mais qui s'en rapproche. La manière dont on travaille avec les autres, dont on s'organise. Donc oui, ça nous ouvre. Puis plein de choses, hein. Puis même la manière d'interagir. Moi, je le sais, par exemple, sur des opérations de tractage, quand on tend un tract à quelqu'un et qu'on se prend des murs, c'est très formateur de se faire, ou même de discuter avec les gens, d'être au contact des autres, de s'ouvrir aux autres, parce que aussi on peut débattre, et on a toujours des avis qui sont très différents de ceux qu'on peut avoir en face de nous. Et donc justement, cet engagement-là nous permet d'être dans la rue, d'être en face des personnes qui votent, et justement d'avoir un contact aussi avec le réel. Et ça, je pense que c'est une vraie leçon de vie et ça va me servir Plus tard, forcément. Oui, tout à fait. T'apprends de ton Absolument. expérience. J'en Absolument. profite pour rebondir sur ce que vient de dire Louis, parce que c'est vraiment intéressant. C'est plus que professionnalisant, c'est-à-dire que ça met le pied à l'étrier. Tu rentres dans un environnement donc avec des grands professionnels de la politique très jeunes, tu vas face à la contradiction, donc sur le terrain, tu fais de la politique du réel finalement. Alors après, ça apporte plein de compétences. Toi, Louis, j'imagine que tu as pu travailler sur, que ce soit de la com, sur Absolument. des travaux de fond finalement, que ce soit du législatif, comprendre les programmes en profondeur pour finalement, dans la rue, être crédible et savoir aller à l'encontre des arguments, que ce Absolument. soit à l'échelle locale, dans ta circo ou autre. C'est ça qui est génial et que moi aussi j'ai ressenti. Donc finalement, on a plein de similitudes avec Louis et aussi le milieu familial qui joue beaucoup. C'est-à-dire que forcément, tes origines, ta famille, c'est une éducation finalement. On t'apprend à aller aux urnes. Alors je me souviens, tout petit, j'accompagnais mes parents, que ce soit pour les élections législatives, pour les présidentielles. C'était très symbolique pour moi et ça a beaucoup joué. Je pense que ça peut paraître un peu stupide de dire ça comme ça, mais ça a joué. J'en C'est suis partie de ton ici, éducation, en fait. ouais, exactement. Forcément. Sans mes parents et sans ma famille, je pense que j'aurais pas eu cet intérêt pour la politique, mais même les débats à table, finalement, alors les fameux débats de Noël qui peuvent être un peu caricaturales, mais c'est très vrai. C'est-à-dire qu'on t'apprend à contredire l'autre, à débattre, mais bien sûr dans un certain calme, avec apaisement. Respect. Et on aura le temps de le mentionner après, c'est plus du tout ce qu'on retrouve aujourd'hui parce qu'on est dans la confrontation comme sur un ring de boxe et on perd justement tout ce côté qui était à la base un débat respectueux de l'autre comme nos grands-parents ont pu connaître ou nos parents même, mais qui n'existe plus vraiment aujourd'hui, si je puis dire. Donc, si je comprends bien, vous deux, vous êtes des personnes qui allez voter. Concrètement, vous pensez à la politique, vous réfléchissez à vos idées, vous allez voter les représentants si vous vous sentez représenté. Parce que bon, ça peut arriver aussi qu'on ne se sente pas forcément représenté. Et donc, c'est pour ça qu'on va aborder le premier axe du désengagement, donc de la tendance qu'on observe de voir des jeunes de 18 à 24 ans qui ne votent plus. Aujourd'hui, 1 jeune sur 2 ne vote plus. Donc, c'est quand même assez alarmant. Aujourd'hui, on nous appelle la génération abstention. Est-ce que vous, je te demande, Florent, est-ce que toi, tu vois cette tendance dans ton entourage? Mais clairement, alors dans un premier temps, je l'ai vu au lycée, quand j'ai démarré mon engagement politique, un peu en même temps que Louis à 17 ans, 16-17 ans. C'était à l'échelle locale, donc je n'étais pas encarté, mais j'ai soutenu que ce soit des élus locaux. Aujourd'hui, tu es encarté.
Alors aujourd'hui, non, je ne suis pas encarté. T'es pas encarté. J'ai pas ma carte pour plein de raisons, mais on aura le temps de l'aborder après. Finalement, moi, je l'ai senti avec déjà mes camarades de classe au lycée. C'est-à-dire que j'étais peut-être le seul sur 40 élèves, où on était peut-être 2 à s'intéresser à la politique. Et on l'avait vu lors des élections, donc les présidentielles de 2022, c'était plus de 40% Oui. d'abstention chez les 18-24 ans. Donc je pense que ouais, j'avais été l'un des seuls à voter ou à savoir pour qui j'allais voter lors de cette élection. Donc ça se sentait. Et je me sentais, j'allais à l'encontre des codes finalement, parce que j'étais un peu celui qui voulait débattre ou celui qui avait justement un avis sur tel ou tel candidat. Donc je me sentais clair. parfois un peu seul. Je sais pas toi Louis, mais Et ça c'est ce que j'ai fait, des fois, ressenti. ça fait peur, justement, d'avoir certaines connaissances politiques face à des camarades qui parfois n'en ont pas. Et c'est pas de leur faute, hein, mais clairement, on nous dit tout de suite, oui, non, mais c'est quand on pose la question à nos camarades, oui, mais pour vous, pour qui déjà vous comptez voter, si ils votent, enfin s'ils souhaitent voter, mais tout de suite la question c'est, je sais pas trop où je vais, on verra plus tard. On remet forcément cette question à demain, alors qu'au final, même chez les jeunes, ça reste des questions qui sont très actuelles déjà pour nous les jeunes et qui sont nécessaires. Et c'est pour ça qu'on doit s'intéresser, on aura l'occasion aussi d'en reparler, ça fait partie du travail de l'éducation nationale, de nous apprendre justement à réfléchir, à s'ouvrir, à être curieux sur les questions et de nous ouvrir justement les axes de réflexion pour après pouvoir voter. Et aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas le cas. Le cours Ouais. d'éducation morale et civique est bien trop faible Ouais, c'est ça. Exactement. Je voulais en venir. sur ces questions-là. On peut lancer le débat tout de suite, mais c'est vrai, comme l'a dit Louis, c'est pas avec 30 minutes, non, c'est 1 heure hebdomadaire par semaine, donc C'est sur moins. 36 semaines Si de elles- cours, si elles sont respectées. si elles sont respectées et si le souvent, prof ne choisit voilà, pas. il y a des profs voilà. qui décident de faire leurs cours Exact. à eux dans la matière parce qu'ils sont en retard, etc. Et donc, en fait, le MC, ça passe à la trappe. Hein, Exactement. concrètement. Alors qu'à la base, c'est censé nous apporter des notions sur le travail législatif qui est fait, sur notre simple rôle de citoyen, ou même plus généralement avoir une culture sur tous ces thèmes-là qu'on n'a pas dans d'autres cours malheureusement. Donc ça peut être vraiment écœurant. Vous avez la chance, d'après ce que vous nous racontez depuis le début, que vous avez reçu une éducation politique venant de votre famille, de votre cercle familial. Mais il y a des personnes qui n'ont pas cette chance-là. Et malheureusement, l'éducation nationale ne semble pas remplir ce vide, justement, ce vide de la connaissance politique. Donc, Absolument. ça serait finalement peut-être justement une des principales causes du fait qu'il y ait beaucoup de jeunes qui se désengagent ou qui ne s'engagent tout simplement pas. Ça peut être un reproche qui est fait régulièrement. Les jeunes ne s'intéressent pas aux différents programmes et autres, mais il n'y a pas d'éducation de base. C'est-à-dire qu'on doit commencer par, je pense, les fondamentaux. Tout simplement le fonctionnement de manière générale de nos 2 chambres, comprendre aussi la vie d'un gouvernement et la vie politique de très largement. Mais même directement, faire de la politique des idées, expliquer le clivage droite-gauche Ouais. et puis les valeurs de chacun, de la droite, de l'extrême droite, du centre, de la gauche et de l'extrême gauche. C'est En important. restant neutre, quand même. Ah, mais en c'est restant important neutre. de- Mais je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a des langues de bois aujourd'hui dans l'éducation nationale, parce que beaucoup de professeurs, notamment en EMC, soit ils sont très politisés et dans ce cas-là, ils vont tout de suite afficher leurs couleurs. On les blâme pas, hein, même s'ils ils devraient quand même respecter leurs droits de réserve. Mais voilà, il faudrait qu'on arrive à pouvoir parler de politique librement, de manière neutre, pour pouvoir intéresser nos jeunes et pour qu'ils puissent s'intéresser justement à la politique. Mais alors, comme l'a dit Louis, il y a un devoir de réserve et autres, mais aujourd'hui, je suis convaincu que tous ces sujets sont mis à la trappe. C'est-à-dire que moi, j'ai eu la chance, on a eu peut-être des professeurs qui étaient vachement intéressés par ces sujets, qui ont voulu nous donner cette fibre, mais dans plein d'établissements, c'est peut-être pas le cas, malheureusement. Et il y a aussi cette fracture aussi, cette peur de parler politique aujourd'hui, avec plein d'événements qu'on a peut-être connus par le passé, et tout simplement cette omerta, si je puis dire, autour de ces sujets-là. Donc après, les jeunes vont où? Vont se renseigner sur Internet. Alors, il y a à boire et à manger. On trouve plein de choses, de très bonnes choses, comme certains partis de jeunes qui vont sensibiliser, qui vont faire de la com autour des programmes et autres. Et d'un autre côté, ça peut être, quand je dis propagande, ça peut être de la désinformation, ça peut être de mauvaises sources qui vont, du coup... éduquer nos jeunes, mais ça va commencer très mal, si je puis dire. Tu vois, c'est Oui. mal exprimé, mais on va démarrer par une mauvaise base. Mais ça reste une base quand même. Et je pense qu'elle reste nécessaire. Forcément, aujourd'hui, c'est très compliqué de trouver un média qui n'est pas neutre.
certains le sont, mais c'est compliqué. C'est compliqué, donc forcément, quand on essaye de se renseigner, on va tout de suite tomber sur des journaux qui, souvent ont des avis, bien clairs sur certains sujets et donc justement, qu'on soit de droite ou de gauche, on restera dans cette sphère-là et après justement, au contact des autres, moi, c'est comme ça que j'envisage les choses déjà avec mes amis, hein, qui ne sont pas tous du même bord, que moi. Mais justement, c'est par la discussion, c'est par le débat, de la manière la plus courtoise possible, qu'on arrivera à échanger ces idées-là et justement à opposer nos points de vue, sur ces sujets-là. Donc l'information ou la base, qu'elle soit bonne ou mauvaise, au final, ça reste quand même une base qui, après, si déjà on s'y intéresse un minimum, nous permettra d'agrandir notre cercle de réflexion. Parlons du débat, justement. Aujourd'hui, le débat politique, personnellement, dans mon entourage, j'entends beaucoup de mes amis qui me disent « Non, moi, je ne m'intéresse plus à la politique parce que je ne supporte plus entendre les débats. C'est tellement conflictuel, il y a plus de spectacles que d'écoute, plus d'insultes que d'idées. Et concrètement, on a l'impression que vraiment, ça ne mène à rien. Et donc, je pense que ce serait une des causes principales aussi de ce dégoût, entre guillemets. Il y a ça, mais il y a aussi les scandales, comme vous pouvez entendre. Voilà, il y a eu beaucoup d'affaires judiciaires aussi avec des représentants politiques. Donc forcément, ça inspire pas confiance aux jeunes. Et je voulais entendre votre avis à ce sujet-là, sur les débats, sur la nature du débat aujourd'hui. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'un débat constructif et aussi également parler de ces crises, de ces affaires judiciaires? Moi, j'aimerais juste commencer sur l'aspect affaires judiciaires, les gros scandales d'État qu'on a connus et peut-être que Louis pourra développer, lui, sur la partie justement débat qui est très polarisée et cette Oui. fracture qui est très mauvaise pour la suite. Moi, les scandales d'État, je me suis beaucoup renseigné, je me suis vachement intéressé à tous ces scandales, l'affaire Cahuzac, enfin, les auditeurs pourront regarder plus en détail, l'affaire Benalla. Il y a plein d'affaires justement qui ont créé une défiance au sein de la population française envers nos politiques, parce que ça a été des politiques laxistes envers plein de sujets et qui ont laissé prospérer et qui ont laissé se développer des hommes qui se sont sentis tout puissants et qui ont détruit justement comment dirais-je, notre État, donc par des scandales, en usant justement de leur pouvoir, en se sentant en fait intouchable, si je puis dire. Donc déjà, premièrement, c'est ça qui crée un sentiment de méfiance, de fracture. Moi, quand on m'aborde, quand on m'attaque ou quand on me mentionne un candidat, on évoque souvent les sujets liés à ce candidat. Donc par exemple, oh, tu as vu, il y a cette affaire judiciaire qui le touche, regarde, il y a une Ça enquête qui vient de décrédibilise. démarrer. Donc forcément, on part déjà sur de mauvaises bases parce qu'on a ces arguments qui arrivent Mais et qui sont si puissants. ça décrédibilise, mais en même temps, c'est justifié. C'est pas des insultes, c'est vraiment. En fait, Mm. on est vraiment en train de dire oui, toi, tu défends telle personne, mais en fait, il est impliqué dans des affaires. Donc, Exactement. c'est quand même des arguments qu'on peut entendre. Après, je ne connais pas un candidat, et peut-être que Louis t'en connaît, mais je ne connais pas un qui n'a pas d'affaires derrière lui, C'est parce clair. qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et autres, C'est clair. tout sort. Et il y a Et à c'est boire et à c'est manger. pour ça que, bon, je pense que les affaires d'État, elles ont toujours existé. Je pense que depuis la fin et la mort de la 4ème République et depuis les débuts de la 5ème République, on a eu des pelles et des pelles de scandales d'État. Donc, simplement, certains n'étaient pas très médiatisés. Aujourd'hui, effectivement, avec les réseaux sociaux et cet accès illimité à l'information, c'est très simple de lancer déjà des fake news, parce que ça aussi, ça permet de lancer des scandales. Dans les médias, hein, Mediapart, par exemple, effectivement, est assez connu pour en lancer quelques-uns. Je dis ça parce qu'ils ont été condamnés, Mm. hein, donc Oui. justement, comme ça, au moins, c'est fondé. Oui. Mais ils font un très bon boulot de journalistes, hein. D'ailleurs, Bien sûr. je critique pas. Mais on a cette omniprésence de l'information qui est libre, en accès illimité. Et donc, justement, on a une plus grande visibilisation justement de ces scandales. Mais moi, j'aimerais quand même réagir par rapport justement au débat, Voilà. à la question débat du débat. avec la pensée polarisée. Oui, penser polarisé, mais en fait, c'est très compliqué parce que je pense que ce serait une ânerie de dire que nos jeunes ne s'intéressent plus à la politique.
Je pense qu'ils s'y intéressent, simplement ils sont perdus, ils n'ont plus de repères. Alors, il y a beaucoup de raisons hein, à cela. L'école, on en a parlé, forcément. Bon, bah oui, l'école ne fait pas son travail pour ce qui est de l'éducation de nos jeunes à la question politique. Mais au-delà de ça, on voit grâce aux réseaux sociaux, Hugo Décrypte, par exemple, hein, quand même très suivi comme média, hein, parce que c'est vraiment maintenant, au-delà de la personne, c'est devenu un média, qui partage des informations politiques. On les voit dormir au courant. Bon, c'est des petits médias, mais c'est sur les réseaux sociaux et ça permet à tout le monde de s'informer. Donc une fois que vous recevez l'information, forcément, vous la traitez et vous vous l'appropriez. Et une fois que vous l'êtes approprié, bien là, justement, vous allez commencer à construire votre réflexion et votre argumentation. Et donc, maintenant, c'est tellement compliqué, encore une fois, avec cet accès illimité à l'information, de traiter ce que l'on vous dit. Déjà parce qu'il y a la question de la polarisation, de la montée des extrêmes en général, et donc justement une presque invisibilisation des partis qui étaient plus modérés, qui sont maintenant parfois clairement assimilés au centre. Quand on vous parle du Parti socialiste, notamment celui par exemple de Glucksmann, on vous dit que c'est un parti qui est plus de centre-gauche. Et quand on vous parle des Républicains ou de Horizon, on va vous dire que ah oui, c'est plus un parti de centre-droit. Alors que non, ce sont des vrais partis, modérés certes, mais ce sont des vrais partis. Et justement, l'omniprésence maintenant des extrêmes dans le débat public font que on perd nos repères, et dans le débat public, on ne sait plus où est-ce qu'on se situe. On ne sait plus ce que l'on pense, on ne sait plus finalement quelle information on doit traiter et comment est-ce qu'on se l'approprie, parce qu'en fait, il n'y a plus vraiment de sens dans cette information qu'on nous donne. Et ça, c'est très intéressant, et justement, savoir faire la part des choses, peut-être plus que l'éducation politique en cours, notamment à l'école, justement savoir faire la part des choses, savoir vraiment discerner l'information et savoir comment est-ce qu'on se l'approprie, ça devrait être quelque chose qu'on devrait nous inculquer justement à l'école. Et là, on arriverait à faire avancer le débat. Là, on n'aurait plus des jeunes qui nous disent, quand ils s'intéressent peu ou pas assez à la politique, ils n'ont peut-être pas énormément de culture politique, et bien là, on aura des jeunes qui, au lieu de nous répondre « oui, mais moi, je ne m'intéresse pas trop à ça, je suis plutôt de centre », bien là, on va avoir des jeunes qui vont clairement avoir des avis tranchés et se dire je suis de gauche, de droite, d'extrême gauche. Voilà. Non, je voulais dire un petit truc, c'est vraiment 20 minutes que j'ai pas placé un mot, mais mais qui est absent. Mais non, tu parlais un moment de fake news et de désinformation. Est-ce que ça crée une vraie anxiété chez toi et comment tu arrives à lutter contre ça? Est-ce que par exemple tu te réfères plus à des think tanks, comment tu essayes d'aller à l'encontre justement et de contourner cette désinformation qui est très présente aujourd'hui? C'est compliqué. C'est compliqué de lutter contre la désinformation. Des fois, il faut que ce soit d'autres médias qui viennent nous expliquer que non, cette info-là n'était pas bonne, était erronée. Mais maintenant, encore une fois, tant l'information est en illimité et puis partout, c'est très difficile de faire la part des choses. Donc des fois, on arrête de se questionner sur ces sujets-là. Ça, c'est un problème. C'est un problème. On l'a vu par exemple sur différentes affaires. Je pense celle qui est très d'actualité encore, mais l'affaire Sarkozy. C'est très compliqué d'expliquer à quelqu'un aujourd'hui qu'est-ce qui se passe clairement. Parce qu'on est inondé d'informations. Il y en a qui sont vraies, il y en a qui sont fausses. C'est difficile de faire la part des choses. Et d'ailleurs, les médias, des fois, ne réagissent pas sur ces milliers d'informations qui existent, qui persistent dans le débat public, parce que c'est impossible de les traiter. Donc, forcément, ça démoralise, ça démobilise, on s'y intéresse plus, donc on met ça de côté, et donc on s'y perd, et donc on sait plus quoi penser. Et donc justement, on n'a pas envie de s'y intéresser parce qu'on sait plus. Et c'est pour ça que beaucoup de jeunes, du coup, se retrouvent perdus, et donc ne peuvent pas avoir un avis clair et concis sur la question. Tu le ressens, toi, dans ton entourage? Bien sûr, ouais, bien sûr. C'est un sujet qui revient souvent. Je pense que tous les deux, vu qu'avec Florent, nous tous même, vu qu'on est quand même, je pense, assez intéressés par rapport à ces sujets-là, on a souvent des membres de notre famille ou même des amis qui viennent nous voir et qui nous disent explique-moi cette dernière affaire. Et même nous, en fait, c'est pas de l'anxiété, mais même nous, des fois, c'est difficile d'expliquer. C'est difficile avec notre propre mot de dire oui,
Et on les renvoie vers des médias, ou en tout cas des sources qui sont plutôt fiables. Et là, on se dit, bah oui, mais non, mais même eux, en fait, te disent, ouais, mais cette information-là, on ne sait pas si elle est vraie, si elle est fausse. Ça n'a pas encore été débunk, et donc on ne sait pas quoi en penser. En Clairement. fait, pardon, excuse-moi, Ouais. Non, mais c'était pour Je te rebondir permets. sur ce que disait Louis, c'est avoir cette culture des médias, savoir où aller piocher la Voilà, bonne c'est ça. information. Oui, bien sûr. Mais ça, encore une fois, ça s'apprend dès le lycée, je Ça. pense. Absolument. Peut-être le collège, c'est un peu tôt, je me rends pas compte. Mais dès le lycée, c'est savoir repérer les journaux. Alors, je dis fiables, savoir quelle source d'information peut être intéressante, vérifiable aussi, au vu de tous les médias qui apparaissent. Sur les réseaux sociaux, il faut savoir faire une sélection et ça peut être très dangereux parfois. Alors là, il y a Macron qui s'est rendu dans les Vosges et qui nous a fait un séminaire devant des jeunes sur finalement la dangerosité des réseaux sociaux. Et là, il proposait d'interdire par exemple les campagnes payantes, rémunérées sur les réseaux au moment des élections présidentielles. Donc c'est-à-dire qu'eux aussi prennent en compte le risque et savent qu'il y a un vrai danger derrière. Et encore une fois, Louis a raison, c'est grâce à Hugo Décrypte, grâce à des figures un peu émergentes du monde médiatique que les jeunes vont déjà s'informer correctement parce que je considère que ce sont des médias très clean, si je puis dire, avec des sources quand même vérifiées. Lui, il rentre pas dans les détails, mais après, c'est aux jeunes d'aller enquêter, d'aller sur des articles bien plus fournis, que ce soit dans des médias traditionnels, que ce soit dans des grands papiers qu'on connaît. De moins en moins de jeunes le font, c'est ça. Sincèrement, moi, je le vois. Alors, avec ma petite sœur, c'est vachement intéressant. Ah ouais, Elle va s'informer sur TikTok. C'est un exemple Oui, c'est concret. Elle va vrai. s'informer sur TikTok ou Insta. Et elle ne va pas aller chercher, en effet, en détail l'affaire, enquêter, comprendre le pourquoi du comment. Ouais. Donc, finalement, il y a un désintéressement, tout simplement. C'est que ça ne l'intéresse pas. Et elle va surfer aussi sur ces scandales, sur ces polémiques, en disant ah, j'ai vu ça, regarde, comme si c'était véridique, alors que derrière, il y a quand même une. C'est pas tout blanc, tout noir, Je finalement. ne suis pas forcément d'accord sur le désintéressement en général, parce qu'on le voit qu'il y a un désintéressement par rapport à la politique nationale, ça c'est clair. Par contre, il n'y a pas de désintéressement par rapport à la politique internationale. On l'a vu ces derniers temps. Je pense que beaucoup plus de jeunes ont eu ce rapport-là au réel, et peut-être à la politique internationale, avec les différents conflits dans le monde. Parce qu'aujourd'hui en France, on ne comprend plus rien. On a l'impression que notre Parlement n'avance pas. On a l'impression que nos politiques nous mentent. Ben forcément, parler de politique internationale, ça nous paraît beaucoup plus simple. C'est faux. C'est faux, mais c'est à comprendre, c'est pas compliqué. C'est la lutte de l'injustice contre la justice. C'est la lutte des minorités contre les majorités. C'est l'oppression contre une forme de résistance. C'est la lutte du bien contre le mal. C'est très binaire comme schéma, mais ça marche. Ça marche. Donc aujourd'hui, effectivement, on l'a vu, il y a énormément de jeunes qui se positionnent sur des conflits internationaux. Et du conflit israélo-palestinien, on peut parler du conflit en Ukraine, des sujets d'actualité, mais on a souvent des jeunes qui ont des avis très tranchés sur ces sujets-là, et qui n'ont pas d'avis très tranché, par contre, sur les sujets de politique intérieure. Exactement. Et Et ça- ça a pris Ou tellement alors, une il y en place a. super importante Oui, chez les jeunes. il y en a Mais, quand même. et je vais rebondir sur ça. Je me demande même si notre président actuel, Macron, est plus intéressé par notre politique intérieure que la politique internationale où il passe sa vie à l'extérieur, Oui. en voyage, en tournée. C'est pour ça aussi que les jeunes n'hésitent pas à avoir leur mot à dire. Mais les conflits comme le conflit israélo-arabe, c'est exporté, que ce soit dans nos écoles, dans nos universités, sur les réseaux sociaux, à d'une manière tellement fulgurante que tu les voyais. J'ai jamais vu autant de jeunes en manifestation pour la Palestine. Par exemple, place de la République, hein, c'est sûr. factuel. C'est-à-dire que ça peut être assez violent la manière dont je le dis, mais quand tu vois des jeunes filles de 15-16 ans aborder un kéfier, tu vois, pour manifester, moi, ça me choque parce que je me dis déjà, comme dit Louis, ayez un avis sur votre politique intérieure de votre pays. Occupez-vous déjà des sujets qui vous touchent directement. Je que suis ce pas soit forcément l'échelle d'accord. locale. Je suis pas forcément d'accord. En l'occurrence, ça reste une forme d'engagement quand même. Donc leur avis, à la limite, on s'en moque. Je pense que c'est pas le cœur du débat, mais justement, ça reste quand même des jeunes qui s'intéressent et qui se questionnent, et ça reste une bonne chose. Petit à petit, ils reviendront vers la politique intérieure, ça j'en suis persuadé. Moi personnellement, je vais donner mon avis, parce que là j'ai donné peut-être un avis qui était global et général, mais moi on parle beaucoup de la question de la dette, et effectivement je pense que les jeunes devraient beaucoup plus s'intéresser à la Ouais. question du surendettement et la question de la fiscalité. Ouais, c'est vrai, Et aujourd'hui, on n'en parle pas assez. Ouais. Nos jeunes ne s'y intéressent pas, alors que ça va nous tomber dessus. Et dans 20-30 ans, on va se retrouver à devoir payer notre dette.
et tous les titres de dette qui ont été accumulés avec le temps. Tu sais de combien elle est aujourd'hui? Comment? Tu sais de combien elle a grimpé depuis le premier mandat d'Emmanuel Macron? De 1100 milliards d'euros. C'est énorme. Ouais. Et ça va nous retomber dessus. Et ça continue d'augmenter. Et donc, moi, j'aimerais voir, personnellement. Après, je te coupe, mais il y a eu la période du Covid Oui, où il a dû non, mais réinjecter bien sûr. beaucoup. Ah, mais Il y a aussi des. Mais on voit que les résultats sont pas là. Il y en a qui se sont goinfrés avec justement ces politiques de soutien pendant le Covid. Mais au-delà de ça, de toute façon, le fait est là. On a eu ces 1200 milliards en plus. On va devoir les rembourser parce que c'est pas de l'argent, on ne jette pas de l'argent par les fenêtres, donc on va devoir les rembourser. Et c'est notre génération qui va devoir rembourser. Donc si aujourd'hui on ne se questionne pas sur la question du budget, sur la question de l'organisation de nos finances, ça va être compliqué de traiter l'avenir. Alors justement, pour cette dernière question du premier axe, je voulais savoir votre avis sur la pensée que certaines personnes, certains jeunes ont, que de dire, en fait, moi je pense que mes intérêts ne sont pas réfléchis dans les programmes des politiciens. Est-ce que vous trouvez que vos intérêts à vous, vos préoccupations sont prises en compte par des représentants? Laurent? Sincèrement, alors pour prendre la parole, sincèrement, oui, moi, très jeune, je me suis identifié chez certains candidats, que ce soit avec mes convictions qui étaient assez marquées, très jeune, dès le lycée. J'ai su trouver finalement ce qui comptait pour moi, que ce soit dans les thématiques de la sécurité, les thématiques économiques. Je me suis toujours identifié à des candidats qui ne représentaient pas forcément toutes mes opinions. Donc parfois, on a beau avoir des idées de gauche, de droite, on est obligé de faire un choix à la fin, quoi qu'il arrive. Et ça peut être justement très dur, parce que parfois c'est soit la peste, soit le choléra, comme on dit, au moment du second tour. Et je trouve ça super important de faire un choix final, parce que au-delà, il y a le vote blanc, et finalement, est-ce que mes idées seront vraiment représentées? Autant faire un choix dans les urnes. Mais je me suis toujours identifié à quand même des idéaux qui étaient marqués chez certains candidats. Et qu'est-ce que tu réponds à ces personnes qui disent oui, mais en fait, les politiciens, ils s'en fichent des jeunes, les 18-24 ans? Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Sincèrement, on a des partis qui donnent beaucoup pour les jeunes, qui se sont avancés sur plein de sujets. Alors que ce soit des partis de centre, enfin moi j'ai pas mal d'exemples. Alors on a eu des premiers ministres ou des élus comme Gabriel Attal qui ont donné beaucoup, qui ont fait beaucoup pour les jeunes, ou même le président Emmanuel Macron, tu vois, Peut-être mettre par le le pass spectacle d'ailleurs. Hein, Comment? pour certains, peut-être en usant de trop de la politique spectacle. Exactement, ouais, on y reviendra sur la politique spectacle. Bon, moi, par exemple, Emmanuel Macron, le pass culture, c'était quand même encore des marquages assez forts. Finalement, on s'intéresse aux jeunes. Regardez, vous avez une bourse de 300 € pour vous éduquer, pour aller acheter de la culture. Moi, j'ai trouvé ça seulement assez 2 fort. ans. C'est juste de 18 à 20 ans, ça c'est quand même. Ouais, mais je trouvais, enfin, c'était déjà une belle avancée. Après, Bien c'est sûr. mon Et humble c'est toujours avis, mais- d'actualité. Bien sûr. Ah oui, Non, bien non, sûr. voilà, aujourd'hui, ça- Non, mais ils j'ai même ont- si dit c'est ils ont jeune de réduit temps. de 18-20 ans, quoi. Oui, mais c'est déjà un premier pas. Donc, Bien sûr. éventuellement. Donc oui, certains s'intéressent à la politique. Après, peut-être que Louis pense différemment, mais moi, pour le moment, c'est vrai que je suis identifié chez certains candidats. C'est le débat, compliqué. oui. Non, mais c'est compliqué, c'est une très bonne question, très intéressante et absolument d'actualité, parce que la plupart des jeunes, quand ils sont engagés, sont souvent très déçus des retours. Et moi, je le vois sur les marchés, quand on tracte pour des candidats, ou déjà pour les municipales ou les législatives, on l'a vu, il y a beaucoup de personnes qui nous disent, mais vous êtes courageux, vous arrivez, vous continuez de vous engager, alors que nous, on n'y croit plus. Ça, c'est dingue. C'est de se dire que la politique a déçu tellement de monde qu'aujourd'hui, effectivement, on ne se retrouve plus dans rien. Et ça, vraiment, ça va être quelque chose de très important à l'avenir. Bon, je vais parler un peu à titre personnel, mais ça va être important en fait, de reconnecter les politiques au réel. Et pas par la politique spectacle, mais par le débat, par la conversation et par le contact réellement avec les personnes qui se trouvent dans nos villes, dans nos campagnes. Et là, ça va être intéressant de discuter avec eux et d'ouvrir un vrai dialogue. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de dialogue. Moi, j'ai pas l'impression, quand on va à l'Assemblée nationale ou quand on va alors, pour la politique locale, pour les mairies, ce serait différent, mais notamment à l'échelle nationale, c'est compliqué de voir un politique qui retourne dans sa circonscription et va discuter déjà avec les personnes de sa circonscription, mais surtout avec ces jeunes. Moi, j'aimerais voir plus de députés qui, demain, des députés sénateurs, hein, qui emmènent leurs jeunes au Parlement, leur faire découvrir ces institutions-là, mais surtout, parce que ça, c'est une première chose, c'est l'éducation, mais surtout, entendre leurs requêtes, entendre ce qui ne va pas chez eux. Et ça, encore une fois, on arrivera à refermer cette plaie-là
qui a été et qui est toujours la déception des électeurs vis-à-vis du discours qui est souvent tenu par les politiques. Mais ça, c'est vrai pour la politique nationale, mais c'est aussi vrai en interne, au sein des partis et au sein des associations. C'est vrai que certaines décisions peuvent toujours décevoir et de rester et toujours de maintenir son engagement d'une manière constante, ça peut être compliqué. Mais encore une fois, il faut être courageux et il faut rester optimiste. Je pense que c'est très important. Et vous parliez tout à l'heure de l'EMC, vous disiez que l'initiation à l'EMC était trop légère. Oui. Comment, je veux dire, tu verrais par exemple plus de sorties scolaires dans les institutions? Premièrement, alors après, il y a plein de choses. Moi, je pense que les cours de MC sont dispensés par les profs d'histoire. C'est une erreur, je pense. Alors, je remets pas du tout en question la formation de nos professeurs d'histoire qui sont tous brillants pour la plupart et bon, c'est une matière qui me passionne. Mais je pense qu'effectivement, la plupart usent de cette demi-heure de MC là par semaine pour en faire une heure d'histoire et je pense que c'est pas une bonne chose. Donc d'avoir peut-être déjà un professeur dédié à l'EMC qui serait peut-être un On en parlera. On en parlera, oui, on en parlera. Dans les solutions à trouver. On en parlera. Mais donc, Et je rebondis sur ce que disait Louis, et j'ai eu le même ressenti lors de mes tractages, et c'est encore une fois l'une des meilleures expériences quand on est jeune de faire du tractage, c'est que les gens sont étonnés de notre engagement si jeune. Et il s'avère que j'ai rencontré aussi, comme Louis, je pense, pas mal d'acteurs politiques, je donnerai pas de nom, mais beaucoup alors, anciens ministres ou anciens députés qui m'ont dit t'as du courage de t'engager, toi, jeune citoyen. Moi, je serais à ta place, je le ferais pas aujourd'hui. Donc finalement, j'étais si étonné dans leur réaction parce qu'ils me disaient que à leur époque, ça leur paraissait quand même un peu plus évident et aujourd'hui, avec toutes les tensions et autres, ils me disaient, voilà, comme on pouvait le dire à Louis, waouh, vous avez du courage, les jeunes. Et ça, encore une fois, bon, ça nous marque et ça nous donne envie de poursuivre notre engagement, que ce soit dans des associations, que ce soit dans nos universités ou alors à l'échelle plutôt nationale ou locale, d'ailleurs. Et nos jeunes ne demandent que ça, plus d'engagement d'ailleurs. Ça, c'est très intéressant. Mais déjà, il y a plus de 60% qui sont engagés. Oui. Maintenant, il faut qu'on brise cette barrière-là, justement, de l'engagement. C'est pour ça qu'on a fait Fuse, justement, pour donner la parole à toutes ces personnes engagées dans des thématiques différentes. En fait, on s'était rendu compte, c'est vrai, on en revient toujours à ce sujet, mais il y a beaucoup de jeunes qui voulaient dire des choses, mais qui étaient un peu, qui étaient dépolitisés. Et ouais, c'est ça, c'était les reconnecter un peu à ce débat public et de dire, toi aussi, tu peux donner ton avis, toi aussi, tu peux exprimer, toi aussi, tu peux partager ce que tu ressens, tes ressentis, tes peurs, tes angoisses. Et c'est hyper important. Parce qu'aujourd'hui, les problématiques des jeunes commencent à être écoutées, mais je trouve que la parole n'est pas encore. Elle est peu donnée. Elle n'est pas légitime. Ouais, elle n'est pas encore assez. Je suis parfaitement d'accord. Ouais. Et ça, on le voit même. Sur les plateaux, partout. Sur les plateaux, partout. C'est très compliqué d'avoir des jeunes qui nous représentent. Ça, je pense que c'est aussi le travail, parce que sur les plateaux, généralement, on parle beaucoup de politique. En plus. C'est le travail des jeunes d'intervenir directement sur ces plateaux. Vas-y. Mais parce que aussi, il faut que les partis poussent leurs jeunes. J'en parlais avec Florent précédemment, mais ce qui est très important, c'est qu'on nous laisse une chance. Et même pas qu'on nous laisse une chance, qu'on nous laisse une place. Et qu'on ne soit pas invisibilisé et qu'on ait plus de facilité à pouvoir être poussé dans un parti et accéder en fait à plus de responsabilités pour justement après qu'on soit plus visibilisé. Et ça, c'est très compliqué. C'est très compliqué pour ces partis-là qui sont encore avec des personnes qui méprisent souvent les jeunes. Nous, on en a marre. Il y a un vrai ras-le-bol. Au-delà de ça, il y a aussi une autre barrière à l'engagement qui est très intéressante. Je comparais juste avant parce que c'est toujours quelque chose... Chaque année, quand on est encarté, il faut repayer son adhésion. Donc, c'est pas très très cher. Généralement, on tourne autour des 15-20 euros. Même certains partis acceptent vous donner la somme que vous voulez. Et des partis qui ne font pas payer les jeunes pour adhérer. Et ça, encore une fois, je trouve l'idée elle est très bonne. C'est que payer, c'est déjà une première barrière à l'engagement. Et que ce soit une petite somme ou une grande somme, c'est toujours une barrière à l'engagement. C'est un frein pour ces jeunes qui aimeraient, parce que d'avoir le statut d'adhérent, je peux vous assurer, je parle d'expérience, ça... C'est voulu. C'est voulu, mais ça aide. Ça aide aussi derrière à se dire, ok, j'appartiens à un groupe, j'appartiens à un cercle, et je vais mieux pouvoir défendre les idées de ce cercle et défendre finalement mes valeurs de la meilleure manière possible. C'est un moyen aussi d'apprendre à se connaître. Mais bien sûr. Tout à fait. Et c'est appartenir aussi à cette communauté
que tu peux retrouver chez certains partis, avec des moments informels, des cafés-débats, tout simplement même des débats avec des acteurs et des figures du parti. Et ça, c'est très responsabilisant, Voilà. c'est très flatteur. On est heureux déjà et on est content de rencontrer quand même des gens assez médiatiques, finalement, qu'on voyait derrière la télé, et on se retrouve confronté, on se retrouve acteur finalement de son propre parti. Donc ça peut beaucoup apporter chez les jeunes. Après, aux partis politiques aussi de développer leur parti jeune, que ça se développe aussi en province. Il n'y a pas que dans les grandes villes que ça doit émerger et exister. Et on s'en rend compte, alors quand tu pars en week-end, moi, dans certaines villes, les partis sont inexistants, les conseils de jeunes n'existent pas, n'arrivent pas à se créer, parce que bon, il n'y a pas le public aussi adéquat, mais il faut aussi donner envie aux jeunes. Et ça passe aussi par du bouche à oreille, ça passe aussi par de l'entraide. Et il ne faut pas que la vie politique soit guidée par les vieux de la vieille, tous les députés qu'on connaît, tous les ministres qu'on connaît qui sont là depuis 5-6 gouvernements. Et comme l'a dit Louis, laisser un peu la place aux jeunes finalement. Alors, ils ont leur mot à dire. Justement, donc là, ça serait les premiers pas pour reconnecter les jeunes au débat, à la politique de manière générale. Et donc, on va aborder, après avoir parlé donc, des causes, des conséquences de cette tendance à l'abstention, finalement, on va parler des solutions. Donc, je voulais vous entendre sur les solutions qu'on entend parfois à la télévision, dans les débats, pour reconnecter les jeunes. Alors, ma première question déjà, que pensez-vous du fait de rendre obligatoire le droit de vote? Est-ce que ça reconnecterait les jeunes? Du coup, moi je trouve que ça va à l'encontre de la liberté de l'engagement, de le mettre obligatoire. Je trouve que c'est un peu... ça va à l'encontre des libertés, quoi. Je suis d'accord. Après, la question se pose quand on voit que les jeunes votent de moins en moins, pour citer quelques chiffres. Les jeunes, en l'occurrence, pour les élections législatives dans les années 2000, ils étaient 56%. Les 18-34 ans, 56%. Déjà un chiffre, c'est un bon chiffre comparé à ceux d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est aux alentours, pour les dernières législatives, aux alentours de 25-20%. C'est pas beaucoup. Non. C'est pas beaucoup. Donc, il va falloir effectivement qu'on motive nos jeunes à voter. Et si on n'y arrive pas, oui, effectivement, le vote obligatoire pourra être une manière, effectivement, déjà de reconnecter ces jeunes-là aussi avec l'information et avec les sujets politiques. Donc toi, tu serais pour? Ouais, mais en réflexion, parce qu'en même temps, je suis pour les libertés, donc ça poserait un certain problème. Par contre, il faudrait une reconnaissance aussi du vote blanc. C'est ça. Et ça, ce serait très important, parce que du coup, ça permettrait de dire, oui, non mais d'accord, moi je vote, mais par contre, je ne vote blanc parce que je n'arrive pas parce que je ne suis pas satisfait de l'offre politique qui se trouve en face de moi. Ouais, Et ça permettrait de créer une demande, d'ailleurs. On va arriver avec un vote par défaut, finalement. Bien on va sûr, se retrouver avec deux candidats, comme... Alors, l'exemple concret qu'on peut prendre, c'est 2022, Emmanuel Macron vs Marine Le Pen, finalement, et tu te retrouves à devoir faire un choix. Tu te sentais obligé, enfin, je parle pas pour moi, mais je me mets à la place d'un concitoyen. Tu te mets face à ces deux candidats. Bon, bah, tu es obligé de faire un choix, parce que tu sais très bien que de l'un ou de l'autre, tu seras pas représenté. Et moi, le nombre de personnes que je croise et qui me disent « Regarde ce qu'a fait Macron, pourtant j'ai voté pour lui », c'est dramatique. Donc toi, tu serais pour ou contre l'obligation de voter? Écoute, le vote obligatoire, moi je serais contre, mais comme l'a dit Louis, il faut peut-être prendre en compte peut-être la comptabilisation du vote blanc. Finalement, pour dire, bon, je me sens pas représenté, mais regardez, j'ai donné un avis, finalement, qui est, je ne me prononce pas. Aujourd'hui, il est déjà comptabilisé, le vote blanc, mais on n'en fait rien. Oui, dans les scrutins. Qu'est-ce qu'on en ferait si là, demain, on avait une loi qui faisait pas compter? C'est dramatique, le vote blanc, on le voit, les gens ne se retrouvent plus, en fait, dans l'offre politique actuelle. Donc, c'est là où il a son importance, le vote blanc, c'est de dire aux politiques, vous nous présentez des programmes, vous n'appliquez rien, nous, on n'est pas satisfait. Mais alors, est-ce que si on comptabilisait, qu'on prenait en compte le vote blanc, est-ce que ça serait pas un moyen d'annuler une élection, par exemple? De dire, là, on a atteint un nombre de suffrages suffisant pour dire que personne ne veut les représentants qu'on a là. Ça pourrait annuler, c'est une supposition, c'est une proposition, mais ça pourrait annuler une élection, par exemple. Ce serait très intéressant, mais dans ce cas-là, ce serait intéressant d'entendre ceux qui ont voté blanc et de justement
C'est là, quand je vous parlais d'ouvrir le débat, la discussion et puis le dialogue, c'est de laisser ces personnes-là s'exprimer. Et aujourd'hui, je pense qu'effectivement, aussi, elles sont invisibilisées. Je connais très bien le Loir-et-Cher, Romorantin-Lanthenay, par exemple, qui est la ville où le Rassemblement national fait une énorme percée. Mais ces gens-là, la plupart du temps, parce que moi, je suis allé les voir, j'essayais de comprendre justement ce vote du Rassemblement national. Et quand on parle avec eux, on se rend compte que la plupart du temps, ils vous disent « Oui, mais nous, on ne nous écoute pas. On est invisibilisé, on est clairement marginalisé, et donc on aimerait qu'il y ait vraiment un contact avec ce monde politique-là. » Et aujourd'hui, c'est très compliqué. Donc la pensée radicale, c'est du plus, justement. Oui, c'est du plus. Parce que de toute façon, on le voit. Parce qu'ils sont pas entendus. Et parce que c'est des gens qu'on a mis de côté aussi. Et ils attendent. Mais en quoi ça justifie ce vote? Ça justifie ce vote parce qu'ils ont besoin de quelque chose de nouveau. Et pour eux, quand on leur demande, oui, mais pourquoi est-ce que vous votez Rassemblement national, ils vont vous dire, oui, mais parce qu'on n'a jamais essayé. Mais il y a aussi le fait que, avec les mandats d'Emmanuel Macron, il a voulu contenter tout le monde. Il a voulu contenter la droite et la gauche. Mais je me suis posé comme question, en fait, à vouloir contenter tout le monde, tu contentes personne. Et donc, c'est peut-être une piste de réflexion qui expliquerait la montée aussi des extrêmes et de cette radicalisation, en fait, de se dire, le centre et droite et gauche, de toute façon, ils répondent pas. Il y a l'extrême droite et l'extrême gauche. Mais les extrêmes sont vachement bons. D'ailleurs, ils vont sur ce terrain-là, puisqu'ils savent que ces gens n'ont pas réellement été écoutés. Donc, ils vont jouer justement sur cette fracture dans ces zones rurales où finalement les gens ne se sentent pas représentés. Et le très bon exemple de Louis, finalement, ils se retrouvent à voter pour des extrêmes comme le Rassemblement national parce qu'ils seront soi-disant écoutés, ce qui, je pense, ne sera pas le cas, tout simplement, parce qu'il y a d'autres partis qui sont aussi très attentifs aux demandes de nos concitoyens. Mais le problème, c'est que ce terrain-là va être monopolisé par ces extrêmes et c'est ce qui fera perdre les prochaines élections et qui empêchera d'autres candidats d'émerger de droite, du centre ou de gauche, parce que les extrêmes auront monopolisé le débat. C'est clairement la raison de la polarisation du débat. Justement, ces deux mandats-là d'Emmanuel Macron, qui malheureusement a un peu été le souffre-douleur de tout ce qui se passait dans notre pays, et clairement une vache à lait pour la communication de nombreux partis politiques aujourd'hui en France. Quand il faut taper sur quelqu'un aujourd'hui en France, vous pouvez être sûr que taper sur Emmanuel Macron, c'est 100% bénéf pour votre communication. C'est juste génial. Donc ils s'en donnent à cœur joie, ces partis-là, que ce soit l'extrême gauche ou l'extrême droite. Et donc, on revient justement à peut-être une des causes du désintéressement des jeunes, c'est cette politique spectacle. Et c'est clairement chercher la petite punchline face à quelqu'un qui n'est déjà pas forcément en parti, ou même des personnes qui ne sont pas déjà... Oui, et puis pas forcément assumer aussi des idées, assumer une vision de la France. Et je parle pour tous les partis, je ne parle pas que pour Emmanuel Macron, mais peut-être que c'est aussi ce qu'il faut. Avoir une vraie vision, avoir Tu sens pas forcément d'accord? Emmanuel Macron disait qu'il avait la vision, comme chaque président, comme chaque ministre, mais finalement, il y a une confrontation au réel. Et pour rebondir sur un autre sujet, finalement, on est tellement déçus à la fin de ces politiques que nos concitoyens perdent une confiance, non plus la confiance finalement envers, peu importe le candidat qui se présentera, on aura une défiance. Oui. Mais voilà, c'est généralisé à la politique de manière générale, donc j'ai pas de solution à ça, mais si ce n'est se reconnecter au réel, aller faire du terrain, aller en fait apporter des solutions réelles aux personnes en difficulté, difficultés financières, à nos retraités, à nos jeunes en manque tout simplement en manque de conviction, de vision. C'est très intéressant parce que c'est là qu'on voit déjà les limites de la démocratie et que si on a envie de sauver notre démocratie, il va falloir clairement du dialogue et il va falloir qu'on aille voir ces personnes-là qui se sentent invisibilisées parce qu'aujourd'hui, ces personnes-là, et on l'a vu, il y a des chiffres qui étaient très intéressants, plus on va vers les extrêmes, plus ces personnes-là aux extrêmes vous disent que la démocratie n'est peut-être pas une solution pour le futur. Vous la sentez menacée, la démocratie, aujourd'hui? Bien sûr. Déjà parce qu'il n'y a plus de place pour le débat, ça devient de plus en plus compliqué aujourd'hui. Beaucoup d'insultes. Ah, mais énormément d'insultes. Ça devient très compliqué aujourd'hui de défendre une position. Ça devient compliqué parce que tout de suite, vous allez être catégorisé. Personne s'écoute. Personne s'écoute. Je pense qu'il y a un mot qu'on entend énormément et au final, on ne sait jamais trop ce que ça veut dire parce qu'on l'entend lancer dans des joutes verbales sur tout le spectre politique. Mot facho, traiter quelqu'un de fasciste. Ça semble si facile qu'en fait, le mot en perd son sens
et l'insulte permet de décrédibiliser toute personne qui aujourd'hui parle. Et ça, c'est compliqué. Mais partout, hein, que ce soit à droite, à gauche, à l'extrême droite, à l'extrême gauche, il y a aussi une montée de la violence. Moi, j'ai des camarades qui, en collant des affiches, se sont fait menacer par des jeunes qui, clairement, ne partageaient pas les mêmes avis politiques qu'eux. Et ça a failli finir en couteau. Donc, il y a aussi cette poussée-là de la violence qui fait que on laisse de moins en moins de place au débat, à l'expression de nos idées, au dialogue. Et donc, finalement, les gens se murent et vraiment s'enfoncent comme s'ils avaient un boulet accroché au pied et qui coulait dans l'eau. Ils sont scellés avec leurs opinions et au final, on a du mal à en sortir et à écouter l'autre. Je pense que un mot qui se rapproche beaucoup de la démocratie, c'est le mot tolérance. Et finalement, aujourd'hui, cette tolérance, la valeur de la tolérance, elle semble complètement s'effacer. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous partagez. L'exemple concret que vient de donner Louis, la tolérance, elle n'existe plus. Aller menacer des camarades qui sont d'un autre parti, tout ça parce qu'ils ont collé des affiches dans la rue ou tracté et en venir aux mains, c'est dingue. Donc moi déjà, je suis inquiet sur ce point-là parce que déjà, dans le débat, il n'y a plus de tolérance parce qu'on part dans des joutes verbales. Quand tu regardes clairement, tu prends un exemple, tu regardes un débat télévisé, il y en avait encore un là sur LCI avec Raphaël Glucksmann et Éric Zemmour du parti Reconquête. Dans le débat, finalement, il n'y avait pas vraiment de fond parce que c'était que des invectives, que des insultes, que des joutes et on n'en venait à rien. Donc finalement, la tolérance, moi, je la vois plus. Après, Louis... Non, je pense que la tolérance existe toujours. Il y a toujours des... Alors moi, je trouve ça très impressionnant, mais on parle beaucoup d'unir la nation. Et c'est vrai que fédérer aujourd'hui, ça paraît très compliqué, mais au final, on voit qu'il y a quand même beaucoup d'entraide. De toutes sortes, hein. T'as des exemples ? Mais on sait tous, par exemple, on l'a vu récemment, mais quel Français aujourd'hui ne s'est pas senti mal pour l'anniversaire, le sombre anniversaire du 13 novembre, pour les 10 ans, la décennie passée depuis le 13 novembre, ces attentats qui ont meurtri la France. Tout le monde, moi j'ai des images qui sont très belles, mais parce que ça m'a touché, j'étais très jeune à cette époque-là, donc forcément de voir ça aux informations et puis d'en parler avec les copains, mais ça a uni une nation. C'est de se dire qu'effectivement, oui, on sait ce qui fait la France, ce qui fait nos valeurs, et on sait qu'on peut toujours se réunir autour. Alors, une des dernières questions, est-ce que ça serait une solution de décaler l'âge du droit de vote à 16 ans ? Alors, 16 ans, c'est très jeune. Hein. Oui. À 16 mais il y en a qui en parlent. À 16 ans, quand tu es sur TikTok et on revient au premier sujet abordé lors de ce podcast, tu es face à ton application, face à TikTok. Tu te retrouves face à des coms qui sont extrêmement bien faites, des hommes politiques qui parlent extrêmement bien. Par exemple, regarde Bardella chez les jeunes. La com est faite, c'est d'une précision telle que tu as envie de voter pour lui. Quand tu es derrière ton écran, il y a plein de jeunes qui se sentent envoûtés par ce qui est proposé. À 16 ans, moi, je me voyais pas, alors je me serais pas vu voter, sincèrement. Donc, je pense que je suis contre. Pas forcément d'accord. Je pense qu'effectivement, le vote à 16 ans, ça peut être une réelle solution. Déjà parce que les jeunes ont leur mot à dire et c'est important de le dire. Parce que je pense qu'effectivement, quand on arrive au lycée, on commence à avoir des idées, mais encore une fois, il faudra qu'il y ait un accompagnement de l'éducation nationale sur cette question-là. Donc toi, tu serais d'accord, à condition que l'EMC, par exemple, prenne plus de place, à la limite que l'éducation civique devienne une matière à part entière. Bien sûr. Surtout qu'ils soient mis en place plus tôt. Mais beaucoup plus tôt. Voilà. Ouais. Mais de manière sérieuse, parce qu'on a déjà des cours de MC Mais en gros, que l'EMC, ça soit comme l'histoire. Non, peut-être pas. Ah ouais, à ce point-là si. Peut-être pas. Pourquoi pas ? Pourquoi pas Parce que c'est central dans la vie d'un citoyen. Non mais bien sûr. Et je pense que le but premier de l'école, c'est quand même de former les futurs citoyens. Donc si on responsabilise, et effectivement, on a une politique qui est beaucoup plus centrée sur la responsabilisation de l'individu et donc du citoyen, ça peut être très intéressant. Mais encore une fois, il faudrait que notre système puisse soutenir cette réforme-là de l'éducation nationale. Et là, effectivement, parce que moi je le vois, hein, les revendications étudiantes ou même chez les lycéens, elles sont présentes. Moi, j'étais au lycée pendant la réforme des retraites. C'est important pour ces jeunes-là qui s'expriment. On est d'accord, on n'est pas d'accord. Encore une fois, on ne cherche pas la lutte du bien contre le mal, mais il ne faut pas qu'ils soient invisibilisés et il faut qu'on puisse les laisser prendre la parole. Et donc, c'est pour ça que le vote à 16 ans pourrait être une bonne idée.
mais encore une fois, accompagné et soutenu par notre système. Et là, on arrivera à justement un débat qui serait très intéressant. Et s'émanciper aussi du cadre familial qui peut aussi avoir un rôle très C'est pour ça important. que tu dis qu'à 16 ans, pour toi, c'est peut-être difficile, justement, de Exactement. pouvoir s'émanciper. J'aurais eu peur, je pense, d'être influencé par mes pères, par mes parents, par ma famille de manière générale. On l'est. Ah oui, on l'est, oui. On l'est clairement. Un déterminisme social. Mais bien sûr. Mais à 16 ans, j'avais peut-être pas mon mot à dire sur plein de sujets. Et c'est pour ça qu'à 18 ans, je pense que c'est une bonne chose. De le faire. Qu'est-ce qui nous empêche Peut-être qu'il y a une peur, il y a de l'angoisse. Mais c'est vrai, je pense que Par rapport à quoi? par rapport à la vie politique aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui, à 16 ans, se sentiraient, comme on disait, se sentiraient pas légitimes, mais aussi Qui verrait ça comme un jeu, peut-être. Et donc, il y a aussi un aspect un peu ludique où on se dit, bah non, on va pas donner le droit de vote à 16 ans. Et si on leur laissait leur la chance? possibilité. Parce que ceux qui- Après, ce serait comme disait Louis, c'est pas mal. Ce serait une partie aussi ce serait une façon de responsabiliser aussi les jeunes. Bien sûr. Mais Et ce serait très intéressant parce qu'encore une fois, oui, il y en a qui vont voter, mais il y en a d'autres qui ne vont pas voter. Et même, j'ai envie de vous dire, sous la Seconde République, pendant tous nos systèmes monarchistes parlementaires, on a toujours eu un vote qui était censitaire. On faisait voter les plus riches. Parce que justement, on avait peur de cette masse-là et de ce qu'elle pouvait penser. Mais aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on ne donne pas ces chances aux masses? Et pourquoi est-ce qu'on ne les responsabilise pas? Et ça, ce serait intéressant. Parce que du coup, le droit de vote universel, donc pour tout le monde, pour tous les citoyens, pour toute la société, serait vraiment, pour le coup, en opposition totale avec les idées qui étaient défendues par les monarchies parlementaires au 19e siècle, de se dire, oui, on fait voter les plus riches et on essaye d'éteindre les masses. C'était ça l'idée d'ailleurs du vote censitaire. C'était clairement d'empêcher, par exemple, un vote social et un vote rouge. Et c'est là d'ailleurs c'est là qu'on sort cette expression, la peur du rouge. Alors à ce moment-là, c'est démarrer l'EMC plus jeune. Bien sûr. Et à ce moment-là, Oui, nos sûr. jeunes Petite auront question. sûrement une culture bien plus... Petite question. Est-ce que 18 ans, ça serait peut-être pas trop tôt Oh non. dans le vote? 18 Moi, ans. Est-ce qu'on n'irait pas à 20 ans. 21 ans? Ouais, 21 ans, ouais. Quoi faire? Parce que comme pour ça, laisser un peu plus. laisser plus le temps de mûrir mais ses idées. 18 ans, tu es en sortie de terminale ou tu es en première, mais sincèrement, je trouve que c'est un âge plutôt pas disons, cohérent. Tu peux être en troisième année de prépa aussi. Hein. Exactement, on peut être en deuxième, on peut être en prépa comme Louis. Et encore une fois, heureusement qu'on a des jeunes qui sont éclairés. Et à 18 ans, je pense que tu en as de plus en plus qui. C'est un âge déclic qui, justement, montre Ça qu'à partir de responsabilise. 17-18 ans, Je on vous est partage C'est à J'ai- quel âge, vous, par exemple De l'engagement? Ouais. 16 ans. 16 ans, tu l'as 16 dit ans. tout à l'heure. Ouais, 17 ans, ouais, 16, 16-17 16 ans. ans, mais avec une curiosité qui est née bien plus tôt. Mais moi, j'aimerais vous partager une anecdote. Vous voyez, j'ai une amie à moi, une très bonne amie à moi, qui, en l'occurrence, ne savait pas quoi penser politiquement. Pendant tout le lycée, j'étais celui qui parlait politique, mais jamais avec elle, parce qu'effectivement, soit elle me demandait de lui expliquer, mais elle avait du mal à se positionner. Elle m'a toujours dit oui, je vais essayer, je vais m'y intéresser. Elle s'y intéressait, mais encore une fois, c'est compliqué de trouver cette curiosité-là et vraiment de se pencher sur ces sujets. Mais après le bac, elle a dû prendre un prêt étudiant pour payer ses études et elle a dû commencer à travailler. Et une fois qu'elle a commencé à travailler, là, elle a commencé à se poser des questions. Elle a commencé à se dire, ah oui, mais d'accord, là, je comprends mieux cette question-là, par exemple, des impôts. Elle travaille dans le milieu de la restauration. Par exemple, le cas de la taxation des heures supplémentaires. Ça la concernait directement. Et effectivement, peut-être que quand on commence à travailler, mais il y en a qui commencent à travailler déjà très jeunes, hein, donc c'est pour ça, dès 16 ans, vous pouvez commencer à travailler, sous certaines conditions, mais vous commencez à gagner de l'argent. Vous êtes clairement vous entrez dans La vie active, la vie active, entre guillemets. clairement. Donc, vous comprenez mieux certains concepts, et là, vous vous dites, ah ouais, ok. Tout ce qu'on entendait aux informations, maintenant, ça nous concerne directement. Et notamment sur la fiscalité, mais aussi sur des sujets qui sont plus clairs. Par exemple, ceux qui prennent les transports et qui vivent directement l'insécurité, ou qui sont très concernés par les politiques sociales. Ils se disent, mais pourquoi est-ce que moi, par exemple, je travaille et mon travail ne me rémunère pas assez, alors que je bosse? Moi, il y a des Français, et moi je trouve ça choquant, qui travaillent d'arrache-pied toute la semaine et qui se rendent compte qu'ils gagnent un salaire de misère. Il faudrait que le travail soit mieux rémunéré. Alors, on va clôturer le podcast. Mais- Juste une dernière question. Ouais. Rapidement, chacun. Message.
Oui, voilà. Donc, Ouais. en fait, je voulais vous entendre juste rapidement. Là, si vous deviez vous adresser à un député, qu'est-ce que vous lui diriez pour essayer de reconnecter les jeunes En tant aux que jeune idées? de 17 ans et 21 ans. Waouh, Ouais. difficile, mais pour faire très court, moi je dirais intéressez-vous aux jeunes, intéressez-vous justement à votre circonscription. Il y en a déjà qui le font beaucoup, mais connectez-vous au réel, connectez-vous au terrain tout simplement. Essayez de satisfaire au mieux, que ce soit les jeunes et les moins jeunes. Donnez envie aux jeunes aussi de s'investir. Donc ça passera par des interventions dans les écoles, dans les universités. N'hésitez pas à créer des convictions en fait, tout simplement. Très bien. Et toi, Louis? Je pense que mon message, il est clair, hein. Il faut que les députés écoutent nos jeunes. Il faut écouter vos jeunes, en fait. Proposez-leur des sorties parlementaires, rencontrez-les, allez à leur rencontre. Et je peux vous assurer qu'il y aura des jeunes qui seront là pour vous retrouver et qui partageront avec vous leurs idées. Et ça va tout changer. Ça va tout changer et peut-être que ça vous donnera un autre éclairage sur la vie politique et la vie publique. Parce qu'on écoute beaucoup les travailleurs, mais il est aussi important d'écouter les étudiants, d'écouter les jeunes, d'écouter ceux qui étudient, peut-être pour d'ailleurs mieux réformer nos programmes et qui en ont besoin. Et voilà, donc allez vers les jeunes et les jeunes iront vers vous aussi. Très bien. Bah, merci beaucoup pour avoir accepté Merci à vous. cette Merci à vous invitation. pour cette Merci Et à vous trois. on espère que l'échange passionnera les gens qui vont regarder, mais je n'en doute pas. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous, on se Voilà. retrouve pour le prochain épisode de Feuille.